Alors, cher Pierre, chers amis, alors au moment de me lancer dans ces conclusions et de demander qu'on mette le... Voilà, j'espère que je ne vais pas donner raison à la phrase de Peter Drucker que Pierre Portevin a citée hier et qui disait « Il n'y a rien de plus inutile que de faire de manière efficace ce que nous ne devrions pas faire ». C'est une phrase qui fait peur, hein, surtout. Bon. Mais en commençant ces conclusions, je voudrais d'abord repartir du début et au fond, aux premières choses que Stanislas a dites hier en inaugurant cette 5e session de transmutation, parce que la première chose qu'il a dite, c'est que nous étions effectivement à la 5e session de transmutation. Alors, ce n'est pas encore le moment de faire un bilan, quoique, mais c'est sûrement l'occasion de remercier d'une manière un peu particulière toute l'équipe de transmutation. Je ne vais pas remercier toute l'équipe puisque j'en fais partie, ça ne fait pas bon genre, mais dans cette équipe, il y a quand même une personne qui fait, il faut le dire en toute honnêteté, beaucoup plus que les autres, qui est vraiment au four et au moulin toute l'année, et pas seulement pendant les 2 demi-jours ici, mais toute l'année, pour que tout se déroule le mieux, pour que vous ayez les meilleurs orateurs, les meilleures présentations, les meilleurs handouts dans vos mains, et vraiment la personne sans laquelle rien de cela n'existerait, ni depuis le début, ni chaque année l'une après l'autre, et cette personne, c'est Stanislas, et moi j'aimerais que tous ensemble nous le remercions. Donc 5 ans. Alors, vous l'aurez remarqué, j'espère en tout cas, transmutation fonctionne par couple. Bon, je ne parle pas des organisateurs, parce qu'une femme, 6 hommes, je ne voudrais pas que vous vous mépreniez sur nous. Je parle des thèmes. Si on prend les thèmes des 5 dernières années, 2010, performance et bonheur, etc., 2011, dirigé entre sens et connaissance, 2012, valeur et volatilité, 2013, notre avenir avec audace et résistance, 2014, désir et efficience, moteur d'avenir et de changement. Vous observerez en passant qu'on est passé de la question à l'affirmation. Donc l'équipe de transmutation a pas mal gagné en assertivité au cours de ces 5 ans. Mais vous observerez aussi qu'il y a une préoccupation constante dans ces 5 intitulés, c'est de se demander comment assurer l'avenir, d'une manière générale, et de nos organisations et de nos sociétés en particulier, en devenant capable d'assumer des changements, mais des changements qui combinent des termes souvent ou apparemment contradictoires. Hein. C'est comme ça que les thèmes sont formulés. Stanislas, hier, en début de l'après-midi, a utilisé l'expression de tension créative entre ces termes opposés. Tension créative, c'est une approche possible. Vincent de Gaulle-Jacques a donné une citation de Scott Fitzgerald qui disait qu'il faut pouvoir mettre ensemble des choses contradictoires. Vous voyez, ce sont toujours les mêmes idées. Il y a plusieurs moyens de faire ça. On peut essayer entre des contraires ou des termes opposés, on peut essayer de chercher un moyen terme, chercher un compromis. C'est ce que nous faisons généralement en Belgique. Nous sommes les champions du monde du compromis. On voit où ça nous mène d'ailleurs. On peut aussi, comme Jean-Claude Guilbeault, chercher des manières de concilier les contraires. Jean-Claude Guilbeault nous a expliqué qu'il voyait dans chaque grande mutation de notre société à la fois une promesse et une menace. C'est une manière de concilier les contraires. Mais là aussi, il y a 2 possibilités au moins de concilier les contraires. On peut concilier les contraires en les maintenant, en maintenant leur existence, et ça c'est plutôt l'approche occidentale, mais on peut concilier les contraires en les supprimant, et donc arriver à une conciliation où les contraires disparaissent en se fondant dans quelque chose de nouveau qui n'est aucun des 2 contraires au départ, qui n'est ni un simple mélange ni une moyenne. C'est l'approche orientale, et c'est ce que nous avait expliqué de manière assez subtile François Julien ici il y a 2 ans, je crois. Un épisode mémorable de François Julien et de Platon et la Chine. Un des grands moments de transmutation. Au fond, c'est un peu comme la destruction, puisqu'il y a des économistes ici, c'est un peu comme la destruction créatrice de Schumpeter, mais à 3 termes au lieu de 2. Vous me suivez? Bien. Il est intéressant de constater qu'au cours de ces 5 années, les interventions des orateurs ont presque toujours été dans le sens soit de la recherche du compromis entre les contraires, soit dans le sens d'une recherche d'une conciliation des contraires, mais d'une conciliation qui laisse les contraires continuer à exister par eux-mêmes, indépendamment, donc qui ne change pas fondamentalement la situation de départ. C'est intéressant parce que ça prouve qu'on ne pense que très difficilement en dehors de ces cadres. Nous ne pensons que très difficilement en dehors de nos cadres. En clair, nous pensons occidental, qu'on le veuille ou non. La manière même dont nous pensons est elle-même culturellement marquée, mais nous n'en sommes pas toujours conscients.
Pourquoi? Eh bien, la réponse fera plaisir à Frédéric Boyle. Parce que nous sommes, en fait, comme des poissons. Je reprends ici une phrase très célèbre d'un sociologue américain, Ralph Linkner, qui, étudiant le phénomène culturel, a dit « La dernière chose dont le poisson a conscience, c'est l'eau dans laquelle il nage. » Eh bien, la culture, c'est l'eau dans laquelle nous nageons. Donc, nous n'en avons pas vraiment conscience. Et l'important, ce n'est pas tellement de changer d'eau que de prendre conscience, en fait, de l'eau dans laquelle nous nageons. Ce n'est pas nécessairement d'essayer de changer de cadre, mais de prendre conscience des cadres dans lesquels nous pensons. Et cette idée va revenir plus loin, parce que plusieurs orateurs, en fait, volontairement ou non, y ont fait allusion. En fait, nous sommes comme des poissons dans un bocal. L'important, c'est de sortir du bocal et d'essayer de voir notre eau de l'extérieur. Là, nous avons un avantage majeur sur le poisson, c'est que hors du bocal, nous n'allons pas mourir asphyxiés. Un grand avantage. La démarche de transmutation, c'est précisément celle-là, c'est d'essayer d'interroger ces différentes oppositions à partir de différents points de vue, philosophiques, psychologiques, comportementaux, sociologiques, culturels, économiques, et j'en passe. C'est important d'avoir ce croisement des savoirs et des disciplines, parce que comme Jean-Claude Guigbeault l'a rappelé très justement hier, nous sommes dans un monde où chacun travaille de plus en plus dans son domaine, nous sommes dans un phénomène de parcellisation des savoirs, alors que, il a cité Michel Serres, et j'aime beaucoup cette phrase, sur le territoire du savoir, il faut pouvoir chasser sans permis. On devrait être tous libres d'aller sur tous les domaines. La question que nous devons nous poser à partir de ces 5 intitulés, c'est de savoir si les 5 couples peuvent être alignés. Pouvons-nous mettre dans une même colonne bonheur, sens, valeur, audace, désir, et dans l'autre performance, connaissance, volatilité, résistance et efficience? Cela fait-il système? Ça voudrait dire en clair, dans ce classement-là, que le bonheur est dans le plaisir des sens, que là est la vraie valeur des choses, qu'il faut un peu d'audace pour l'affirmer, et que le désir est au centre de tout. Voilà une philosophie pour le moins pimentée, à côté de laquelle l'épicurisme n'est que de la roupie de Sansonnet. Cela étant, les interventions de hier et d'aujourd'hui ont réhabilité le désir et nous ont invités à accorder plus de place à l'écoute de nos désirs. Donc, on n'est pas si loin que ça. Enfin, on le voit aussi, cet alignement-là, c'est une hypothèse. Elle ne va pas sans soulever certaines questions, par exemple le lien entre connaissance et volatilité, alors que dans notre tradition occidentale, on pense plutôt l'inverse, ce sont les sens et la perception des sens qui sont volatiles, tandis que la connaissance est le gage de la sécurité et de la stabilité. C'est plutôt ça notre approche platonicienne, c'est ce que François Julien nous avait très, très justement rappelé. D'autres hypothèses sont possibles, d'autres alignements sont possibles et ouvrent parfois des horizons insoupçonnés. Par exemple, celui-là, où on mettrait en ligne bonheur, connaissance, valeur et résistance face aux autres termes. Là, le bonheur réside dans la connaissance, qui est une vraie valeur, position que le professeur que je suis ne peut qu'approuver, même si, et je profite de la présence des autorités académiques pour le rappeler, en termes de valeur, je suis très mal payé, et que ce bonheur consiste aussi à résister à toutes sortes de tentations ou de modes, dont ferait partie notamment la performance. On est là plus proche du stoïcisme que de l'épicurisme, vous l'aurez noté. Mais comment aligner alors dans ce tableau-là désir et efficience, les thèmes de cette année? Quand on regarde le Grand Robert, et je m'étonne qu'aucun intervenant en fait ne soit parti d'un dictionnaire, on voit que dans le Grand Robert, mais ce serait la même chose dans le Larousse, peu importe, l'efficacité, c'est le caractère de ce qui est efficace. OK. Et est efficace ce qui produit l'effet qu'on en attend. Plus précisément, et ceci est très intéressant, l'efficacité, c'est la capacité de produire le maximum de résultats avec le minimum d'efforts ou de dépenses, si on parle d'entreprise. L'efficacité, c'est un rapport, c'est un ratio entre effort de départ et résultat à l'arrivée. Tandis que l'efficience, qui est un terme français très récent, qui vient de l'anglais, entré en français en 1893, ça veut simplement dire la capacité de produire un effet. C'est pas grand-chose, c'est beaucoup moins fort que l'efficacité en réalité. Mais beaucoup de gens se mélangent les pinceaux en réalité entre ces deux termes, efficacité et efficience, et prennent l'un pour l'autre. Par exemple, je prends une autre définition qu'on trouve sur Internet, efficience. Optimisation des moyens mis en œuvre pour parvenir à un objectif. Elle se mesure sous la forme d'un ratio entre les résultats obtenus et les ressources utilisées. Efficience, alors qu'on avait dit que c'était l'efficacité en fait.
Il faut la distinguer de l'efficacité, qui est le ratio entre les résultats obtenus et les objectifs fixés. Et la distinguer de la rentabilité, qui est le ratio entre les revenus obtenus et les capitaux investis. Vous me suivez toujours? Donc en fait, c'est exactement l'inverse de la définition du dictionnaire de Larousse ou du Grand Robert, ce qui montre qu'il y a un grand flottement dans la compréhension de ces termes efficacité et efficience. Pourtant, les mots ont leur importance, parce que si on part de la définition du Robert, par exemple, le désir efficient, c'est simplement le désir qui produit un effet, ce qui est somme toute assez banal. Tandis que le désir efficace, c'est le désir qui produit le maximum de résultats avec le minimum d'efforts. Ça, c'est tout autre chose, évidemment. C'est un peu la différence entre draguer et conclure. Mais je vous laisse méditer sur cette pensée profonde. Il semble donc que l'équipe de transmutation ait dès le départ semé le trouble, ou étendu involontairement un piège aux orateurs en proposant un titre dont l'un des termes était lui-même en fait profondément ambigu. Alors comment nos orateurs s'en sont-ils tirés? Ce n'est pas si facile à synthétiser parce que les orateurs ont été extrêmement polyvalents. Alors je sais que hier Jean-Marc Borrello a parlé d'incompétence polyvalente, mais ici les orateurs ont été polyvalents et compétents. Ça pourrait d'ailleurs faire un excellent thème pour une future session de transmutation, polyvalence et compétence. J'ai déjà les conclusions, c'est un avantage. Et en plus, les orateurs ont été très bons sur le fond et dans la forme, et certains d'ailleurs avec un sens de la formule très, très prononcé. Si on se remémore un peu tout ce qui a été dit, mais je ne vais pas tout résumer, Jean-Claude Guibault, Frédéric Beul et Lina Dumont n'ont pas opposé en fait les deux termes désir et efficience, mais ils ont compris le « et » dans son sens liant, coordonnant. Ils ont au fond essayé d'expliquer comment rendre son désir efficient, comment réaliser son désir. Vincent de Gaulle-Jacques a dit que canaliser le désir pour le rendre efficient, c'était son expression, fait partie de l'idéologie dominante dans nos sociétés actuelles, l'idéologie de la performance. Judith Bernard, qui partait du livre de Frédéric Lordon, a mis le désir en lien avec la servitude, désir et servitude, ce qui est paradoxe apparent, en mettant aussi en parallèle Marx et Spinoza, et s'est demandé comment les concilier. C'est le terme qu'elle a utilisé, comment concilier les deux termes. C'est toujours cette recherche de la conciliation qui est typiquement de notre culture. Elle a parlé aussi, Judith, de l'angle alpha, cet écart entre le désir maître, l'augmentation du capital dans la société, et le désir individuel de chacun. Au fond, c'est ça. Cette tension, cet angle alpha, ce n'est rien d'autre que l'équation désir et efficience, si on y réfléchit bien. Et l'ambition, donc selon Judith Bernard, l'ambition de la société néolibérale, c'est de réduire cet écart à zéro, jusqu'à ce que le désir individuel s'identifie au désir maître. Donc on est là en face d'une suppression des contraires, suppression de l'opposition des contraires, par la suppression d'un des deux termes et son assimilation par l'autre. Voilà encore une autre manière, nouvelle, inattendue, de résoudre la question de l'harmonie des contraires. Dans son introduction, Stanislas a utilisé l'expression « le désir est un déclencheur de l'action », formulation très subtile qui révèle l'ancien élève des Jésuites, puisqu'elle ne prend pas position, en fait, entre efficacité et efficience. Le but de transmutation, c'est que nous partions d'ici avec un désir renforcé de faire changer les choses dans un sens durable. Ça, c'est notre philosophie. Changer les choses dans un sens durable. Qu'est-ce que ça veut dire? Jean-Claude Guibault a raconté hier qu'il y a quelques jours en France, on s'est endormi avec un gouvernement de gauche et on s'est réveillé le lendemain avec un gouvernement de droite. Vous vous souvenez de cette histoire? En Belgique, il y a 4 ans, on a essayé aussi. Et après 540 nuits, on s'est retrouvé quasiment avec le même gouvernement qu'avant. Nous nous sommes quittés hier à une université d'été de dirigeants privés et publics, et nous nous sommes retrouvés ce matin à une université d'été de dirigeants privés et publics. Mais c'est nous qui ne sommes plus les mêmes. Non pas parce que nous avons une nuit de plus, ce qui biologiquement est déjà quelque chose, d'autant qu'on peut faire pas mal de choses en une nuit, surtout si on aligne bonheur, sens et désir, comme je vous l'ai expliqué, mais parce que nous espérons, et c'est toute l'ambition de transmutation, que ce que nous avons entendu et discuté, et que les personnes que nous avons rencontrées pendant ces 2 journées nous ont changé. La première transmutation à opérer, c'est d'abord la nôtre.
Pour y arriver, transmutation donne la tribune à des actes, en fait, et ces actes s'expriment ici par des mots, par des paroles, à défaut de musique. Mais grâce à vous, Barthes, on a quand même eu un peu de musique. Les actes traduisent comment le désir prend place, s'exprime et se réalise dans un cadre social donné. Les actes aussi, les actes dont on nous a parlé dans les différents témoignages, sont des actes culturellement et sociétalement ou sociologiquement marqués. On a parlé de société, pression sociale, etc. Les mots ne sont pas neutres non plus, ils sont aussi marqués, conditionnés culturellement et socialement. Rappelez-vous l'exemple qu'a donné Jean-Marc Borrello hier. En français, on parle d'entrepreneuriat social. En anglais, en tout cas à Singapour, on parle de social business. Les mots sont très importants, ce n'est pas du tout la même approche. Bart van de Velde, tu permettras de dire Bart plutôt que... Bart van de Velde a dit que la musique est un langage, et qu'un langage est une manière de s'exprimer et d'exprimer qui on est fondamentalement. Eh bien, dans les exposés que nous avons entendus, il y a des mots transversaux, qui se sont retrouvés formellement ou en filigrane dans plusieurs, sinon tous les exposés. Je ne vais pas les citer tous, mais il y a espérance, optimisme, résilience, action, rencontre, confiance, connaissance, compréhension. Ce sont des mots, des concepts, qui ont un impact sur la manière dont nous voyons et dont nous organisons, ou la manière dont nous devrions voir et devrions organiser nos activités professionnelles, nos organisations et plus fondamentalement nos vies. Passons-les en revue rapidement. Espérance, optimisme, résilience. Je les mets ensemble. Nous avons entendu hier après-midi 4 témoignages résolument optimistes. Et d'ailleurs, Bart van de Velde nous a rappelé ce matin que dans la vie, il faut toujours être optimiste, et je partage ce point de vue. Ce matin, avec Vincent de Gaulle-Jacques et Judith Bernard, on a été confrontés à des analyses, disons, un petit peu plus critiques, on va dire comme ça, ce qui m'a fortement fait penser à une phrase que j'entends très souvent quand j'écoute les conférences d'un homme politique émérite aujourd'hui belge extrêmement connu, Marc Eyskens, qui à peu près à chacune de ses conférences a l'occasion de placer que l'optimiste, c'est un pessimiste mal informé. Frédéric Laloux, de son côté, voit une mutation profonde se profiler dans la manière de gérer les organisations et il en propose une lecture optimiste, notamment parce que le regard vers le passé montre qu'il y a déjà eu ce genre de transformation profonde dans le passé et que l'humanité, on a quand même des tropismes, l'humanité s'en est toujours trouvée mieux. On pourrait discuter ça d'ailleurs. Hier, Jean-Claude Guilbault est parti du concept inventé par Robert Merton, le concept de prophétie autoréalisatrice. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il a proposé d'inverser ce concept et de parler d'un optimisme autoréalisateur, et il a avancé l'idée de l'optimisme stratégique. C'est une expression très intéressante, l'optimisme stratégique, parce que ça introduit dans l'optimisme l'idée d'efficacité. Donc il ne s'agit plus d'un optimisme béat, d'un optimisme pour lui-même, mais d'un optimisme orienté, d'un optimisme tendu vers l'action. Et on va revenir sur ce concept d'action. Et d'un optimisme d'autant plus et d'autant mieux tendu vers l'action qu'il est nourri par les expériences passées. L'espérance est toujours la résilience de blessures, a dit Jean-Claude Guilbault, phrase reprise par Christelle dans son introduction à Elina Dumont hier après-midi, parce que là, ça s'applique particulièrement bien à Elina. Jean-Claude Guilbault avait dit « ce sont souvent les gens vulnérables et fragiles qui donnent des leçons d'espérance ». Il a été suivi à cette tribune par Elina, qui en a donné une éblouissante démonstration. Quel programme superbement construit. Jean-Marc Borrello, de son côté, a abondé dans le même sens en disant que le désir naît souvent de frustration préalable de ne pas faire ce qu'on avait en fait envie de faire. Une phrase très intéressante. Action. Tous les orateurs, à leur manière, incarnent l'action et la volonté de traduire en actes le résultat de leur expérience ou de leurs recherches et de leurs travaux. C'est particulièrement vrai, par exemple, pour Frédéric Boel, qui nous a expliqué qu'il est parti d'un désir d'enfance, qui est devenu une vocation qui a orienté des choix de vie, et une vocation qu'il a transformée ensuite en une action,
au service d'une idée, mettre en image la relation entre l'homme et la nature à partir d'images sous-marines, parce qu'il constate que notre monde vit une déconnexion entre l'homme et la nature. Ce qui rejoint une des 5 mutations de Jean-Claude Guilbeault hier, la mutation écologique. Soit dit en passant, cette idée de déconnexion homme-nature, c'est typiquement occidental et pas du tout oriental ou asiatique. Mais traduire ces idées en action. Elina Dumont a dit « Plus le pauvre sera acteur dans sa pauvreté, plus il sera acteur ensuite dans sa vie. » Action. Pour Jean-Marc Borrello, c'est évident, il a vraiment expliqué comment il traduisait en action ses idées et ses concepts sur l'entrepreneuriat social. C'est vrai aussi ce matin pour Judith Bernard, qui cherche à maintenir le fameux angle alpha, à éviter les subordinations et les captures, et qui traduit ça en acte dans sa propre vie, en menant de front 3 métiers, chacun à temps partiel, précisément pour éviter d'être assujetti à une passion unique. Ce choix de 3 métiers, c'est sa manière à elle de mettre en action, en fait, sa conception de l'angle alpha. Mais cette action doit être pensée, elle doit être réfléchie sur base d'autres termes ou d'autres concepts pour éviter de tomber dans l'action pour l'action, où l'efficience deviendrait une fin en soi. Et ça, c'est quelque chose qui interroge nos pratiques de gestion des organisations, et c'est cela que Vincent de Gaulle et Jacques nous a rappelé ce matin. Rencontre et confiance. L'action conduit nécessairement à la rencontre. C'est vraiment ce que nous avons entendu pendant ces 2 journées. Frédéric Boyle a dit « On n'affronte pas les requins », vous vous souvenez de ça, on va à leur rencontre. Et c'est notre comportement qui détermine la rencontre, qui va déterminer la nature de la rencontre et le comportement de l'autre, en l'occurrence le requin. Il a dit « Les prédateurs ont peur aussi. Ils cherchent à attaquer à coup sûr, pas s'ils ont un doute, parce qu'ils savent que cela pourrait les perdre aussi. » Et alors il a avancé ce concept que je trouve assez fascinant, le concept de morsure exploratoire. Quand on applique ça à l'entreprise, ça fait vraiment réfléchir. La morsure exploratoire, un petit coup de sonde pour voir ce que ça va donner. Elina Dumont a abordé le même thème à sa manière, donc le thème de la rencontre. Elle a raconté comment elle avait appris à ne pas se présenter comme exclue, alors qu'elle était en fait formellement exclue de la société lorsqu'elle était à la rue. Parce qu'elle avait dit alors, personne ne vous invite. Il faut se présenter comme habitant Vincennes, ce qui permet de rassurer l'inclus. C'était très intéressant ce récit. Ça faisait fortement penser évidemment à ce que Frédéric Boyle racontait sur les requins. Notre comportement conditionne ou influence la nature de l'autre. Alors chez Frédéric, c'était les requins, chez Elina, c'était les costards-cravates. On peut dire que les costards-cravates se sont fait tailler un costard hier après-midi, puisque ce sont ceux qu'elle rencontrait dans les boîtes de nuit ou dans les boîtes à partouze de Paris. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, depuis 5 ans, Transmutation vous invite à venir en casual business. La confiance, c'est parce que la rencontre nécessite foncièrement la confiance. Bart van de Velde a dit « il faut croire au miracle », entendu sans connotation religieuse. Il faut croire que les choses sont possibles, même si ça n'est jamais tout à fait sûr. C'est une question de confiance. La confiance implique toujours l'acceptation d'un risque. On a toujours des moments de doute. Il faut avoir confiance. Plusieurs orateurs l'ont dit, Barthes, Frédéric Boyle, etc. Il faut avoir confiance, même si nous avons des doutes, parce que nous avons tous nos requins, par exemple dans nos vies professionnelles. Vincent de Gaulle-Jacques a rappelé ce matin que les managers ont tous l'angoisse de l'objet, le sentiment qu'un jour on pourrait ne pas arriver à faire ce qu'on attend de nous, ce qui crée une pression. Surtout dans des milieux professionnels marqués par la culture de la performance. Dieu sait s'il a pourfendu la culture de la performance ce matin. Dans ces milieux-là, les relations peuvent devenir très difficiles, insécurisantes. Frédéric Laloux nous a expliqué que c'était déjà le cas dans les sociétés traditionnelles. On se plantait des poignards dans le dos. Maintenant, les poignards sont plus feutrés, mais l'effet est exactement le même. La confiance est aussi une question d'ouverture, et c'est Bart van de Velde qui a dit ça. Faire confiance, c'est ne pas se replier sur soi-même, c'est refuser de se refermer sur soi-même, c'est s'ouvrir à l'autre. J'aime beaucoup cette idée. Je voudrais juste vous raconter une petite histoire pour dérider l'atmosphère et pour illustrer cette difficulté de la rencontre et des barrières à surmonter pour que la rencontre soit en fait positive.
c'est l'histoire de la distribution des qualités et des défauts entre les différents peuples de la Terre. Donc vous savez qu'après la création du monde et de l'homme, l'homme s'est multiplié, il y a eu différents peuples sur la Terre, et Dieu s'est demandé comment distribuer les qualités et les défauts à ces différentes populations. Alors il a commencé par les qualités, il a attribué une qualité à chaque groupe, et alors il a nommé ce groupe. Bon, c'est une traduction moins religieuse du phénomène. Imaginons par exemple qu'il avait dans son paquet la disponibilité et qu'il l'ait attribué à un groupe et qu'il ait appelé ce groupe les Belges. Voilà. Ou bien qu'il ait la générosité, qu'il l'ait attribué à un groupe et qu'il ait appelé ce groupe les Écossais, par exemple, et ainsi de suite. Ce sont des stéréotypes, mais je fais à dessein parce que nous avons ici dans l'auditoire le spécialiste des stéréotypes, je veux dire le spécialiste de l'étude des stéréotypes. Jean-Louis, ne te méprends pas. Et puis à un moment de la distribution, Dieu a constaté qu'il avait distribué toutes les qualités, il se retrouvait sur les bras avec tous les défauts, et il n'y avait plus qu'un seul groupe. Comme quoi tout le monde peut se tromper dans ses calculs. Il n'avait plus que les défauts, et alors il les a attribués forcément à cet unique groupe, et ce groupe, il l'a appelé « chers collègues ». Donc c'est une histoire qui est très connue dans les milieux académiques, mais je pense qu'elle peut être se vérifier dans à peu près tous les milieux professionnels. Connaissance. Tout ce qui précède doit se baser sur une connaissance double, celle que l'on a de soi-même et celle que l'on a de l'autre, et inversement. La connaissance n'est pas toujours objective, elle n'est pas toujours quantifiable ni mesurable, il s'agit aussi d'une connaissance intuitive, subjective parfois. Frédéric Bell nous a dit qu'il faut avoir une bonne connaissance de soi, savoir ce qu'on peut faire. Elina Dumont a dit, il ne faut pas que je me trompe, je me trompe en fait, voilà. Elina Dumont a dit, sorry, mais ce n'est pas toujours évident parce que mes notes sont prises au vol pendant les 2 journées. Elina Dumont a dit, quand on donne un sens à sa vie, on ne se sent plus pauvre. Donc, savoir ce qu'on veut faire, se connaître et savoir où on veut arriver. Bart Van de Velde a dit, si la vie est une destinée, il faut aussi y croire, être sensible et se connaître. C'est ça qui fait changer la chose. La connaissance, c'est ce qui permet d'aller chercher en nous les moyens de dépasser les barrières de toutes sortes qui nous retiennent de passer à l'action. Barrières psychologiques, les peurs, hein, Frédéric Bell a parlé hier des dents de la mer, Joe, Judith Bernard a parlé ce matin des peurs qui sont les passions tristes mobilisées par l'entreprise dans le premier stade du capitalisme. Ces barrières, ce sont des pressions, les pressions familiales. Bart a rappelé que son père lui a fait faire du violon alors qu'il voulait faire du rock. Ça montre que la pression peut aussi avoir un effet positif, tout n'est pas toujours négatif. Même si le rock a certainement perdu un grand talent, mais voilà. Et surtout la pression sociale, les cadres et les modèles dominants ou acquis. Dans le petit film qu'a diffusé au début de son intervention hier, Elina Dumont, il y avait cette phrase, hein, on reprochait à la personne, on lui disait « Vous ne rentrez pas dans le cadre du cadre, vous n'avez pas de place parce que vous ne rentrez pas dans le cadre du cadre », c'était dans le petit film. Jean-Marc Borello a dit que le désir naît de frustration préalable de ne pas faire ce qu'on a envie de faire, et c'est ça qui conduit à la transgression. Il faut transgresser certains codes, a-t-il dit, il faut transgresser des modèles acquis. Il a eu cette phrase, à un moment donné de notre développement, on a été atypique, donc suspect. Ils avaient été mis dans un cadre et ils ont dû lutter contre le cadre dans lequel on les voyait, dans lequel on les rangeait. Il faut savoir sortir du cadre. C'est ce que Bart a rappelé dans le petit film qu'il a diffusé. « The more borders you cross, the more things you discover ». Ça, c'est très, très vrai. Compréhension. La connaissance doit mener à la compréhension, plus qu'à une gestion sans compréhension. C'est ce qu'a expliqué ce matin Vincent de Gaulle et Jacques à partir d'Alain Touraine, en citant Alain Touraine, en disant qu'il ne faut pas se poser les questions du point de vue de l'action, c'est-à-dire pas pour essayer de changer ou simplement d'optimiser, mais pour comprendre. Il faut se poser des questions pour que la réponse apporte une compréhension des choses et des individus. On est donc face à la nécessité d'une connaissance compréhensive, c'est-à-dire celle qui respecte l'humain pour ce qu'il est, au lieu de voir en lui un capital à faire fructifier, à rendre performant et efficient. On a entendu ce matin des orateurs pourfendre la culture de la performance, et c'était très intéressant de voir qu'ils étaient suivis par Barthes, qui disait que
en art et en tout cas en musique, et c'était ta phrase, pour avoir 200%, il faut se donner à 400%. Il n'est pas question là de mettre en doute ou en cause la performance, la recherche de l'excellence et de la perfection. Ça veut dire qu'il ne faut pas être dans un modèle manichéen et que si on peut critiquer certains modèles d'entreprise, ce n'est pas nécessairement condamner tous les concepts qui sont derrière ces modèles. Il faut être pas plus subtil, mais en tout cas plus englobant dans l'analyse. Judith Bernard nous a dit que cette connaissance compréhensive, cette compréhension était nécessaire pour résister à l'asservissement du désir au service d'objectifs, par exemple d'objectifs d'entreprise. Elle a dénoncé le management néolibéral qui prétend proposer aux travailleurs des passions joyeuses intrinsèques à l'entreprise. Très intéressant ça. C'est-à-dire qu'il consiste à créer le désir de s'épanouir dans le travail et de se réaliser dans le travail. Mais au fond, c'est ce que cherchent à atteindre les nouveaux modes d'organisation dont a parlé Frédéric Laloux il y a un instant. Je conclus mes conclusions. Et je repars d'une image de Jean-Claude Guibault hier après-midi, l'image du colibri. Vous savez, c'est l'image du colibri qui essaye d'éteindre un incendie à tout petit coup d'eau, goutte à goutte. Il a dit, peu importe, chacun apporte sa part. Et c'est ça qui compte. Eh bien, ici, à Transmutation, chacun emporte sa part. Chacun de vous, chacun de nous, prendra de ce qui a été dit ce qu'il voudra. Il n'y a pas de leçon globale qui s'impose uniformément à tous. Il n'est pas requis d'être d'accord avec tout ce qui a été dit. Ce n'est pas le but. L'important, c'est de partir d'ici avec un désir renforcé de faire changer les choses dans un sens durable. Que ce désir soit efficace ou efficient, finalement, peu importe. Ce qui est important, c'est que ce désir soit espérant, c'est-à-dire chargé d'espoir, qu'il soit optimiste, qu'il soit résilient, qu'il soit agissant, un désir orienté vers l'action, qu'il soit rencontrant, ouvert à la rencontre, qu'il soit confiant, qu'il soit connaissant et qu'il fasse confiance à la connaissance et qu'il soit compréhensif. C'est difficile, c'est exigeant, et c'est sans doute beaucoup plus exigeant encore que de vouloir l'excellence ou la performance. Mais c'est certainement plus durable et plus humain. Et c'est ce qui permettra de voir à nouveau dans les individus des sujets et des sujets de désir, pour reprendre l'expression de Vincent de Gaulle et Jacques, ou pour reprendre les mots de Judith Bernard, c'est ce qui permettra d'atteindre le vrai bien, c'est-à-dire une vie humaine. Je termine en revenant à la métaphore du poisson dans son bocal, avec laquelle j'avais commencé. Durant ces 2 jours, nous sommes sortis de notre bocal pour essayer de voir les choses autrement, de l'extérieur, pour imaginer comment les changer. C'est l'approche de transmutation. D'ailleurs, hier après-midi, si vous vous souvenez bien, il a plu à Sceaux, à l'extérieur. L'eau était de l'autre côté des vitres. Le bocal était là-bas, nous étions ici, à l'abri de l'eau. Mais pour changer les choses, il faut revenir dans son bocal. Et il faut y travailler de l'intérieur. On ne change les choses que de l'intérieur. Alors pour cela, puisqu'il faut regagner nos organisations et nos vies, puisqu'il faut revenir dans le bocal, il faut plonger. Merci à tous.